Depuis que je suis ado, la période des règles est une période redoutée pour moi et ceux qui me connaissent. Mal au ventre, impossibilité de mettre un tampon, serviettes hygiéniques qui me font des allergies. Bref, une panoplie de mésaventures que connaissent la plupart des femmes. Et d'ailleurs, lorsque l'on sait que les règles surviennent 12 à 13 fois par an pendant près de 40 ans, il vaut mieux être au sec, préserver sa santé et se sentir belle. Quel ne fut pas mon bonheur de découvrir Elia Lingerie, seule marque de lingerie menstruelle bio à avoir la certification Origine France garantie. J'avoue avoir eu un coup de cœur pour la culotte Philomène en coton ultra doux, comme tous les produits de la marque, et pour le livret consacré aux premières règles, parfait pour les jeunes filles et leurs parents qui souhaitent discuter de ce grand bouleversement. En fonction de vos envies et de votre flux, il est certain que vous trouverez le produit qu'il vous faut chez Elia Lingerie ou que vous rendrez heureuse votre femme, amie, sœur en lui offrant une carte cadeau. Merci Elia Lingerie pour votre précieuse participation sur ce podcast et rendez-vous sur leur site dont le lien est dans les notes de l'épisode. Bonjour, je suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue sur l'Aléa, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour montrer que dans cette société qui voudrait que l'on privilégie la sécurité, la prise de risque est pourtant bénéfique à bien des niveaux. Pour le prouver, j'invite des hommes et des femmes qui ont pris des risques dans des circonstances variées, mais souvent hors du commun. Pensez d'ailleurs à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute. Et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast, c'est simplement de mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou encore ICO, cette formidable application communautaire de podcast où vous pouvez découvrir et échanger entre passionnés de ce super média audio. Aujourd'hui, je suis avec Alex Viseo. Je pense que le risque, c'est tout simplement quelque chose que tu prends quand tu n'es pas certain du résultat. C'est ça un risque. Mais il y a plein de risques où tu n'es pas certain, mais que la probabilité est super élevée de réussir en fait. Alex Viseo, tu as passé 8 ans à créer du contenu spécialisé dans le voyage, en utilisant principalement la vidéo. Tu as annoncé il y a quelque temps que tu arrêtais ce métier pour te consacrer à une autre activité, celle d'aider les gens à développer et faire connaître leurs talents auprès du grand public, principalement grâce aux réseaux sociaux. Tu as également lancé il y a peu ton nouveau podcast, Les Entrepoteurs, dans lequel tu invites tes amis entrepreneurs à tout partager sur leur business. Bonjour Alex. Alors on enregistre ce podcast à distance puisque je vis à Dubaï. Tu es où toi actuellement ? Écoute, je suis actuellement à Annecy, qui est ma terre d'accueil depuis presque un an quand je suis en France. Voilà. Donc c'est pas pourri, c'est vrai qu'à chaque fois que je dis Annecy aux gens ils font ah c'est super cette ville, tu sais, c'est joli avec les montagnes, le lac et c'est vrai que c'est un peu la capitale outdoor, des sports outdoor française. Tout le monde est en plein milieu du centre-ville et avec t'as l'impression qu'ils viennent de faire un trail ou du ski. C'est assez sympa. Ça m'a rappelé un peu le lifestyle scandinave, tu sais, où tout le monde fait du sport, tout le monde est en skate ou en poussette ou en machin, tu sais, genre, donc très sympa. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît, pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Bien sûr. Alors moi, c'est Alex Viseo. J'ai été pendant plus de 7 ans influenceur voyage, donc c'était mon métier à plein temps, c'était mon job, c'était ma passion. Et justement, moi, ma mission de vie, c'était de donner à un maximum de gens l'envie de voyager, leur montrer que c'était possible à la portée de tous. Pas besoin d'être riche, pas besoin d'être Mike Horn ou avoir des super pouvoirs pour ça. Et du coup, je parcourais le monde et avec mes vidéos à l'appui, je leur montrais, voilà, tout simplement comment on faisait pour aller voyager hors sentiers battus, vivre des belles choses et repousser sa zone de confort. Et puis jusqu'à récemment, où j'ai, pour plusieurs raisons, la première c'était par rapport à mes valeurs, par rapport à une des grandes valeurs que j'ai, c'est aussi la protection de la planète et je m'apercevais en fait que le tourisme était, on va dire, avait un impact très négatif sur l'environnement à court terme parce que avant c'était un peu un crédit que je m'autorisais et que j'invitais les gens à faire auprès de la planète pour que eux se rendent compte de la beauté des choses, puis d'être plus tolérants, puis de prendre un peu le pas sur sur un état d'esprit plus positif, sauf que le crédit est devenu trop élevé à cause de l'accélération des changements climatiques et
Je savais pas trop quoi faire, je me retrouvais pas, j'avais pas la solution et ne pouvant pas être donneur de leçons et dire ah arrêtez de voyager. Moi qui avais le bilan carbone le plus pourri de France certainement ou pas très loin, j'ai décidé de passer à autre chose en attendant de trouver peut-être une solution là-dessus et je me suis posé la question suivante qui était qu'est-ce que j'aimais en fait dans mon précédent job, au-delà du voyage évidemment. Et en fait je me suis aperçu que c'était d'aider les gens à réaliser leurs rêves en fait. Et du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis sur le personal branding. Parce qu'en fait ma nouvelle mission c'est d'aider toutes les personnes qui en ont envie à booster leur activité ou pouvoir vivre même d'une passion ou d'une activité grâce au personal branding qui va booster tout ça et qui va leur permettre d'y arriver. Est-ce que c'est un bon résumé, un pas trop long peut-être? Un peu quand même, hein? Très bien, merci. Tu as annoncé une reconversion il y a peu, mais jusqu'à il y a encore quelques semaines, tu étais youtubeur voyage. J'aimerais que tu nous expliques le moment où tu as pris le risque finalement de tout quitter pour faire ce métier. Quel a été ton cheminement personnel ou alors ton déclic? En fait, c'est une très bonne question et en fait, il y a souvent dans la tête des gens, on dit toujours il y a un déclic. Tu sais, le truc qui fait la phrase, le mouvement, le son qui va te faire tout cliquer comme dans les films. Tu vois, mais je pense qu'en fait le déclic c'est un peu ça, mais c'est juste en fait comme on dit, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, tu vois. Ce déclic, c'est tout un cheminement pendant des années, le vase s'est rempli ou pendant un long moment et boum, il y a un moment, c'est ok, ça devient une évidence. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, quand j'étais parti, déjà, j'aurais pu partir plus tôt en tour du monde, réaliser ce tour du monde, parce que c'est comme ça que cette vie a démarré. Et j'ai claqué ma dème, je suis parti, et ce tour du monde-là, j'aurais pu le faire avant, parce que j'avais réussi à réunir la somme qu'il me fallait, donc à peu près 15 000 euros, qui reste encore une somme à peu près classique pour faire ça. Peut-être maintenant ça va devenir moins si les gens se mettent de plus en plus à faire des tours d'Europe à pied ou des choses comme ça, ou à vélo, ou à des façons un peu plus écolo. Tant mieux, j'espère. Et en fait, je suis pas parti tout de suite parce que j'avais cette possibilité dans ma boîte. Tu vois, j'ai bossé 5 ans et demi dans une boîte et chaque année j'ai une promotion interne. Donc je suis arrivé au service client, au mail center, à répondre à des mails, j'ai envie de dire à la con, mais non, parce que c'est quand même très utile pour les clients comme pour moi. Et puis j'ai fini directeur de clientèle à la régie pub. Et je me suis dit, moi, il y a toujours quelque chose qui a été important dans ma vie et qui l'est toujours et qui est je crois, ma valeur numéro 1, c'est la liberté. Et pour moi, être libre, c'est aussi avoir le choix. Et avoir le choix, c'est se donner toutes les clés et tous les outils possibles que tu peux rassembler pour avoir ce choix. Et vu que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire après et comment ça allait se passer, parce qu'évidemment, une aventure comme ça chamboule, ou ça fait évoluer, je dirais, plus que ça chamboule. Je me suis dit, je vais partir au moment où il y a un CV qui est quand même assez costaud, qui fait envie, et que si j'ai envie de revenir dans ma vie d'avant, je devrais pas avoir trop de mal à ça. J'ai moins de 30 ans, je suis un homme, et malheureusement, c'est plus dur pour les femmes qui ont moins de 30 ans ou qui arrivent à la trentaine, qui n'ont pas d'enfants, parce que eux se font shooter par les recruteurs, messieurs les misogynes, mais c'est un peu ça. Et donc j'avais assez peu de risques. Je suis parti là-dessus, j'ai créé mon projet, j'ai créé mon blog, j'ai fait ces vidéos, et au moment de rentrer, j'ai eu ce réflexe de remettre le costard et de repartir sur les cabinets de recrutement. Et je pense que c'est un peu ça le déclic que tu me demandes. J'étais en finale du même job que j'avais chez le concurrent. Donc moi j'ai travaillé pendant longtemps chez Oui SNCF, donc à la régie pub. Donc c'était géré comme une start-up un peu à ce moment-là. Maintenant c'est devenu plus gros. Et en fait j'étais en finale chez lastminute.com, même job à la régie pub. J'étais en finale et j'étais en plus quelqu'un en interne qui avait pas forcément, d'appétence vraiment à pouvoir vraiment avoir ce poste-là. Et à un moment, j'ai appelé le recruteur et je dis en fait, je retire ma candidature. Il me fait mais pourquoi là, franchement, t'as pas mal de chances d'avoir le job et tout. Je fais j'ai trouvé mieux. Il fait ok, bon très bien. Et ce mieux, c'était de tenter ma chance en fait, parce que je me suis dit, il y a un moment, tu vois, si pendant 1 an j'ai écouté mon instinct, ça m'a apporté plutôt apporter des belles choses et si je reviens et la première réflexe que j'ai c'est de réécouter un truc sur un papier et non plus ce que j'ai dans les tripes, ça m'aura servi à rien en fait. C'est comme si je balayais d'un revers de main tout ce qui m'avait servi et tout ce que j'avais appris. Donc je me suis dit ok Alex, tes tripes te disent d'aller par là, en fait arrête avec ton paplard ou ton truc qui fait que c'est bien pareil, tu vois, sur ce. Donc en fait c'est à ce moment-là que j'ai décidé. Bon, je savais pas ni comment j'allais gagner de l'argent, ni combien, ni quand, mais c'est à ce moment où je me suis dit ok j'y vais. En fait c'est fini, je pose mon costard et j'y vais. Je sais que ça remonte à 10 ans maintenant, mais de ce que tu te souviens, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu es arrivé concrètement à faire ce métier ?
En fait, c'est plus quand je suis revenu. Parce qu'avant, je le faisais pour le plaisir. Et même pendant 1 an et demi, 2 ans, quand je suis revenu, je me suis dit que je voulais en faire mon métier. Mais à l'époque, putain, j'ai l'impression que c'est en 1792, tu sais. Je te parle de ça, c'était en 2011, hein, donc c'était il y a moins de 10 ans. Mais en fait, les choses ont tellement changé. Et surtout sur le côté youtubeur, influenceur, entrepreneuriat. Enfin, Norman, il a commencé ses vidéos en 2011 aussi. Donc, tu vois, il y a tout un monde qui s'est créé sur le web, toute une économie qui s'est créée sur le web, et surtout tout un mentoring indirect qui s'est créé sur le web. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu t'appelles Michel, parce que ça revient vachement à la mode, Michel. Tu as 18 ans et non, je rigole parce que je prends toujours Kevin d'habitude et je trouve ça pas cool en fait pour ceux qui s'appellent Kevin de toujours manger le nom. Ou Enzo, tu t'appelles Enzo, t'as 16-17 ans et t'as envie d'être entrepreneur, t'as envie d'être influenceur, t'as envie d'être un métier digital. J'ai envie de te dire, aujourd'hui, ça tient qu'à ton effort, en fait, et ta motivation. Parce que toutes les connaissances, elles sont à ta disposition si tu te sors le doigt des fesses et que tu y vas, en fait. Tout est sur le web. Gratuit ou payant, tout est sur le web. Et de se dire que même si c'est payant, c'est disponible, c'est fou. Parce qu'avant, ça n'existait pas, en fait. Donc, te dire que pour quelques centaines d'euros, tu peux avoir la connaissance qu'un mec, il a mis des années à acquérir, je trouve ça fantastique. Et les gens se rendent pas compte, en fait, de cette chance-là. Quand j'ai commencé, il n'y avait pas, encore une fois, les entrepreneurs, comment tu fais pour être sur YouTube. Donc, je ne savais pas et j'avais surtout le mauvais mindset. C'est-à-dire, j'avais un mindset qu'on t'apprend à l'école. Tu fais, tu te pètes la gueule, t'apprends, tu fais, tu te pètes la gueule, t'apprends. Et peut-être qu'un jour, si t'es pas trop mauvais, t'arriveras à comprendre comment ça se passe. Qui est la pire des façons d'apprendre, en fait. C'est la pire des façons d'apprendre, c'est la façon empirique. La vraie façon d'apprendre qui est surtout disponible en plus aujourd'hui et qui permet d'être sur une croissance exponentielle du savoir, c'est le mentoring. Voilà, c'est le mastering, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que tu vas suivre quelqu'un qui a déjà réalisé ce que toi tu veux réaliser. Parce qu'il y a toujours un mec qui l'a fait avant toi. Un homme ou une femme, hein, qu'on se comprenne. Et tu vas juste reproduire son parcours. Tu vas essayer de comprendre comment il a fait. Tu vas apprendre des conseils, que ce soit techniques, au niveau du mindset, au niveau de tout ça. Et moi, j'avais pas ça. Donc ça a été très long cheminement. Je savais pas comment j'allais gagner de l'argent. Avec les blogs, c'était un peu la mode, mais encore une fois, je ne me renseignais pas. J'avais pas le réflexe de vraiment lire, de vraiment prendre du temps pour me renseigner. Maintenant, aujourd'hui, quand je veux faire quelque chose, ok, je sais que j'ai besoin de tel logiciel, ok, je prends une journée pour apprendre le logiciel. Je vais pas m'amuser à trouver les boutons sur le logiciel. Ok, j'ai besoin de faire un emailing, j'ai besoin de faire ceci. Ok, je vais apprendre à créer un emailing. Je vais pas me trouver et me dire, à mon avis, ce mail-là, c'est super. Non, il y a des mecs qui ont éprouvé le truc, qui ont créé des process. J'absorbe, je redistribue et j'applique. Et j'avais pas ça. Donc le process, ça a été de galérer. Et ça a été finalement de sans m'en rendre compte, quand je suis rentré de tour du monde, je pense que j'étais la meilleure version de moi-même que j'avais jamais été. Et sans m'en rendre compte, j'ai sombré, en fait, dans un mindset qui était pire que je pense que quand je suis parti. C'est-à-dire que, vu que je me mettais la pression, le stress et l'envie d'y arriver m'avaient fait perdre cette légèreté, cette insouciance, ce côté fun, tu vois. Et qui me définissait, et je suis devenu un peu l'américain, tu vois. Le mec, my God, tu comprends, c'est important, j'ai la pression, faut que j'y arrive. Et à ce moment-là, j'étais avec quelqu'un, et évidemment, quand t'es avec quelqu'un et que tu vis ton quotidien avec cette personne qui tout à coup devient chiant, qui devient en fait, strict, qui devient, tout prend des proportions gigantesques parce que c'est professionnel, j'ai un virage, tu comprends, j'ai des factures à payer et que pour le coup c'est vrai, j'avais un peu cette pression de devoir payer pour le coup les factures pour deux à ce moment-là parce que la vie le faisait et que j'avais pas d'argent qui rentrait, donc ça met un certain stress et j'ai perdu une des deuxièmes leçons que la vie m'avait apprise en voyage, c'est en fait fais confiance. Fais confiance quand ton cœur et tes tripes et t'ont dit c'est par là, bah vas-y en fait. C'est-à-dire que je reprends souvent le coup de la falaise. On te dit jette-toi dans la falaise. En bas, c'est le bonheur. T'inquiète, il y a un coussin, c'est moelleux, il y a des bisounours, vas-y. Sauf que tu vois pas, c'est tellement profond que tu le vois pas. Donc tu vois que du noir et t'as pas envie de te jeter dans le noir et ça se trouve c'est un mytho ce qu'on dit, tu vois. T'as ce doute là. Sauf que ceux qui arrivent et qui ont confiance en leur petite voix et qui sautent, putain, ils arrivent, ils prennent l'apéro avec les bisounours, ils arrivent dans du coton, c'est moelleux et leur vie est extraordinaire. Et j'ai pas fait ça moi. Moi j'ai flippé et je suis devenu tendu et je me suis baladé au bord de la falaise en disant non, je vais pas sauter quand même, on sait jamais et tout. Jusqu'au moment où en fait tu perds des gens, tu t'aperçois que ton business évolue pas, toi t'évolues pas, tu régresses et t'as des déclics. Souvent les déclics c'est les grandes détonations émotionnelles. Donc ça peut être la perte d'un proche, une maladie. Moi ça a été une rupture notamment. Et tu te dis merde, il y a un truc qui cloche en fait. C'était en 2013, début 2013. En gros quand je suis rentré, c'était 2012. 2012, j'ai décidé de vivre cette vie, donc j'ai réussi à avoir des projets.
des projets un peu freelance qui n'étaient pas forcément de l'influence tout. Je produisais des choses pour des gens, que soit j'ai fait un peu de commercial et après j'ai fait de la production vidéo. Donc c'était plus sur de l'institutionnel, donc tu crées des choses. J'avais d'ailleurs créé des vidéos pour une ancienne boîte, mais j'étais pas influenceur. C'est-à-dire que j'ai fait quelque chose pour eux, ok, ce qu'on appelle du brand content. Et du coup, en étant là-dedans et en me cherchant, en essayant de comprendre tout ça, donc tu prends une petite claque et là tu te remets vraiment en question. Et là tu vois les choses autrement. Et là tu commences à lâcher prise. Et là tu te dis en fait je vais redevenir la personne que je voulais être et que j'ai envie d'être. Et là les choses elles commencent à aller bien. Et là tout à coup les opportunités, tu sais pas pourquoi, les vibes que t'as envoyées elles te reviennent. Il y a le coup de fil qui va bien, la mission qui va bien. Tu la cartonnes parce que finalement maintenant tu te prends plus la tête. Et boum. Et ensuite tu as eu un deuxième step. Un deuxième coup de bambou, on va dire, qui a été violent, c'est en fait tu reproduis le même schéma du début dans le négatif, sauf que c'est pas parce que tu as peur de pas réussir, c'est parce que tu as peur de perdre ce que tu as réussi à acquérir. Et en fait, tu te deviens pareil, un peu genre grave, attention, c'est important. J'ai réussi à avoir ce job, j'ai avoir des missions qui me font kiffer, faut pas que je le perde. Donc attention, tout prend des proportions importantes parce que tu veux plus perdre ça, OK? Et puis rebelote, tu repères des gens à qui tu tiens, des gens avec qui tu vis, et rebelote, tu te reprends à une détonation émotionnelle. J'aime bien ce mot que j'avais jamais prononcé avant, détonation émotionnelle. Ça fait vraiment l'impact à l'intérieur de toi en fait. Bam! Et cette détonation émotionnelle, elle te fait relâcher prise parce que tu reprends la même leçon à un autre niveau et t'essaies en te disant cette fois je la ferai plus. Et à partir de là, ça a vraiment aussi permis de décoller, d'être mieux dans ma peau, de faire des belles choses, de rencontrer des meilleures personnes parce que tu as des meilleures énergies. Et après, boum, tu t'envoles, entre guillemets, tu t'envoles parce que tu fais des choses incroyables, tu rencontres des gens incroyables, tu vis des choses incroyables et tu sais qu'en plus, en tout cas c'est ce que je croyais à l'époque, c'est pour avoir un impact super positif. Je pense que j'ai un impact très positif sur les gens. Qu'est-ce que tu aimais dans ce métier d'influenceur voyage ? Alors moi, j'ai découvert quand j'avais la vingtaine, que j'ai fait un test psychologique sur Facebook parce que je me faisais chier au bureau. J'en ai fait un, je pense, dans ma vie d'employé. Tu vois, tu te souviens un peu ? J'en ai fait un. Et putain, il m'a tellement scotché qu'il m'a encore marqué et je te le ressors aujourd'hui. Que fuyez-vous le plus dans la vie ? Je trouve ça super intéressant. D'habitude, c'est qui tu es, tu vas trouver l'amour, les conneries, on s'en fout. Que fuyez-vous le plus dans la vie ? Je fais le test. Ah putain, t'en as pour un quart d'heure. Je dis qu'est-ce qui va me sortir ? Et là, je tombe sur les fesses. Parce que tout ce que j'ai lu, c'était moi. Et ce que je fuis le plus, et je pense que c'est encore un problème pour moi, c'est l'immobilisme. Et en fait, l'ADN du voyage, c'est d'être en perpétuel mouvement, en perpétuelle découverte. Et c'est ça que j'adorais. Et il y avait cette envie, en fait, d'être en mouvement, de découvrir, de se nourrir des autres, des paysages, de ce que tu ressens, des émotions. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, j'étais découvrir parce que je me disais, putain, j'ai entendu plein de choses sur cet endroit, ça n'a rien à voir avec ce qu'on me disait. Mais en fait, attends, je suis en train de me rendre compte que la plupart des gens qui ont de la haine contre d'autres, c'est certainement peut-être fondé sur des choses qui ne sont pas vraies en fait. Et que si ces fausses idées, ces idées reçues, ces a priori, ces stéréotypes, on les casse, peut-être que les choses iront beaucoup mieux sur pas mal de plans. Et en fait, ma mission, c'était ça. C'était de me dire, je t'aide à voir la vie autrement, parce que tout est dépassé, tu t'as réalisé des rêves, mais peut-être le monde autrement. Et du coup, t'es plus tolérant. Puis un peu plus de tolérance, en général, ça veut dire moins de haine, et moins de haine, ça veut dire quand même beaucoup plus de trucs cool dans la vie et dans le monde. Pour résumer ça de façon un peu simpliste. Comment un influenceur gagne sa vie ? Pour l'avoir été à une époque, à ma petite échelle, j'ai une petite idée, mais est-ce que tu peux expliquer à ceux qui ne le savent pas forcément finalement, les sources de revenus d'un influenceur voyage ? L'avantage, c'est que grâce à mes voyages, en fait, j'ai pu rencontrer beaucoup de dealers à travers le monde et du coup, la coke et le trafic de drogue, ça marchait un max. Donc, j'y allais, je faisais des petites vidéos et je me couvrais un peu, tu vois, parce qu'il fallait quand même pas que ça se voit. Et du coup, je ramenais dans les valises des sacrés paquets de kilos de coke ou autres. Il y avait plein de produits à travers le monde, donc c'était vachement bien rémunéré. J'aurais été très fort toutes ces années si c'était vraiment ce business model-là de te faire choper. J'aurais trouvé ça très très fort et très triste à la fois, très très triste. Le business model, il est très simple en fait. En tout cas, à partir du moment où ça a été un job d'influenceur, c'est que je prends souvent un parallèle que les gens connaissent bien, comme un photographe ou un vidéaste de mariage. On va te faire venir pour créer du contenu.
et on se met d'accord en amont sur le nombre de contenus que tu vas vouloir. X photos, une vidéo, et trucs, et machin, et ce que tu veux dedans. Et ça, c'est facturé un certain montant. Et ben moi, c'est pareil. Il y avait des offices de tourisme qui me disaient, Alex, quand tu fais des vidéos, ben ça donne aux gens l'envie de voyager. Donc on se dit, ou en tout cas, ça met l'attention de ces gens-là qui aiment voyager sur notre région. Et du coup, on aimerait que tu viennes faire des vidéos, ou des photos, ou des posts, ou des lives dans notre région. Donc on se mettait d'accord sur un nombre de contenus, et puis ça faisait part d'un devis, et j'étais rémunéré comme ça. L'avantage que ces gens avaient, contrairement à un photographe ou un vidéaste de mariage, c'est que les influenceurs, c'est un peu les teupus de la vidéo, tu vois, ou de la production de contenu. C'est qu'avant, le process, c'est encore le cas, hein, pour faire une pub, on va dire, même au-delà d'une pub, c'est pour se donner de la visibilité, donc c'est ce qu'on appelle souvent de la publicité. Une marque va faire appel à une agence qui va leur prendre un bras juste pour discuter avec eux, leur prendre un concept à la con, ok? Ensuite, ils vont avoir des frais de production, donc ils vont leur coûter 2 jambes. Et ensuite encore, ils vont avoir, alors là, ils peuvent laisser 2 reins, ils vont avoir l'achat des espaces publicitaires pour pouvoir diffuser tout ce qu'ils ont produit jusque-là. Avec un influenceur, ou une influenceuse encore une fois, tu vas voir quelqu'un dont tu aimes bien l'univers, et tu vas lui dire, voilà, j'aime bien ton univers, vois ma marque, ou je sais pas, ma destination, à travers ton prisme, ta personnalité, ton style. Et voilà, vas-y, kiffe. Normalement, quand c'est un partenariat qui est bien fait, c'est comme ça. D'ailleurs, tu échanges en amont pour savoir s'il n'y a pas de conflit de valeur ou d'intérêt dans cet échange-là. Normalement, l'idée, c'est de se dire non, on ne le fait pas s'il y a conflit. Et que l'argent passe en second. Quand c'est bien fait, encore une fois. Et le truc, c'est que cette personne, même influenceur, va pouvoir pondre des concepts pour le même prix, hein. Pondre des concepts, pondre des contenus, et en plus le diffuser auprès d'une audience captive. Donc tu m'étonnes que, on va dire, la tendance de l'influence marketing, on peut dire ce qu'on veut, oui, il y en a, ils sont trop payés, etc. Arrête, parce que quand tu sais les prix d'une agence que prennent sur la place de Paris ou même en province, t'hallucines en fait. T'hallucines, et autant je suis entièrement d'accord sur ce côté, un influenceur doit pas devenir Carrefour ou Amazon, il doit garder ses valeurs, ça doit faire du sens quand il met en avant un produit ou vit une aventure, etc. Je suis entièrement d'accord, parce que sinon il n'y a plus d'intérêt, les gens ne vont plus suivre quelqu'un qui est en fait un vendu, tu vois, dans l'idée. Par contre, s'il met en avant quelque chose qui fait du sens pour lui, ça marche. Mais voilà, le business model pour revenir à ça, c'est on t'engage et on te rémunère pour créer du contenu et le diffuser auprès d'une audience captive. Aujourd'hui, être influenceur est un métier, mais c'est un métier qui comporte des risques, dont celui que tout s'arrête du jour au lendemain. Est-ce que pour toi, ça a été une source de stress, ou alors pas du tout, tu t'es jamais posé la question finalement? Oui et non. C'est-à-dire que j'ai eu la chance d'être dans le time to market, donc j'étais le premier en France à faire ce que je faisais, à faire des vidéos de voyage, des vlogs, ça ne me plaît pas des vlogs encore. J'étais pendant plusieurs années entre guillemets le number one, même si après il y en a d'autres qui sont arrivés et qui ont fait des choses différentes, tout aussi belles, même plus au goût du jour, ou même tu vois qui avaient encore plus cette fibre, parce que c'est une jeune génération, donc tu sais, ils ont les doigts dans la matrice, et c'est génial d'ailleurs, tu vois. Mais en fait, à partir du moment où j'ai eu mon premier contrat, moi qui étais commercial avant, j'ai eu le luxe de tout commercial, c'est-à-dire que tu gères que de l'appel entrant. Le téléphone n'a jamais arrêté de sonner et jamais arrêté de recevoir des propositions. Le truc, c'est que comment tu fais pour garder cette situation-là? En vrai, la question, c'est comment tu fais pour garder ce statut-là, et de garder le mec qui est toujours, on va dire, à la pointe, ou qui fait les nouvelles tendances, ou qui fait les nouvelles choses en fait, et qu'on a envie de te suivre et qui devient pas has-been facilement, ou tu sais, genre, en fait, c'est claqué. En fait, c'est à la fois super stimulant et super épuisant, c'est-à-dire que être l'underdog, tu vas aller chasser un peu le champion, tu vas t'en inspirer, puis tu vas remodeler, et puis tu vas faire à ta sauce, et du coup c'est potentiellement, ça économise énormément d'énergie, parce que tu as juste à reprendre un truc qui marche et le refaire à ta sauce. Ce qu'on a beaucoup fait avec mes contenus. Par contre, quand t'es numéro 1, il y a personne pour te montrer la voie. Donc il va falloir que tu te réinventes, que tu trouves des trucs, que tu t'inspires d'autres pays, que tu t'inspires d'autres secteurs, et que toi aussi tu t'inspires autrement et que tu essaies d'avoir tes propres idées. Donc c'est juste ça, c'est toujours se remettre en question, toujours tester de nouvelles choses. Il y en a des choses qui vont marcher, d'autres qui vont pas marcher. Et je pense que ce qui fait que tu vas durer en fait, c'est miser sur l'authenticité et les valeurs. Moi, j'ai toujours mis mon authenticité et mes valeurs, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai arrêté. J'ai toujours voulu être le meilleur exemple de ce que je disais. Et quand je dis sors de ta zone de confort, suis ton instinct,
il y a un moment, si je le faisais pas quand j'ai arrêté mon boulot d'influenceur, j'aurais pas été mon meilleur exemple en fait, parce que j'aurais pas suivi ce que je dis tout le temps. Et du coup, je me suis dit, ok, ça sert à rien de s'ouvrir sa gueule si tu le fais pas à toi. Donc j'ai décidé de le faire comme ça du jour au lendemain. Et c'est ça qui fait que tu dures en fait. C'est pas la beauté des vidéos. En fait, c'est comment tu arrives à accrocher les gens. Et il y a un moment, en fait, les gens, ils te suivent aussi pour qui t'es, pas tant pour ce que tu fais en fait. Ils le suivent pourquoi tu le fais. Je pense que c'est ça. Autre risque très courant sur YouTube, plusieurs youtubeurs reçoivent des commentaires nuisibles, négatifs. Toi déjà, est-ce que tu en as eu? Et si tu en as eu, comment tu les as vécus? Alors, moi, j'ai jamais eu de haters, ou c'est très anecdotique. Et en général, ça n'a jamais été bien loin, parce qu'encore une fois, quand tu restes humble, que tu es là pour suggérer et non pas dire que tu as la science infuse, ça veut dire déjà d'emblée que tu respectes l'opinion des autres, donc les autres s'offusquent moins, donc les autres t'attaquent pas en fait. Ça a toujours été ça en fait mon principe, et j'ai jamais fait face à des haters, et les critiques pour moi ça a toujours été quelque chose de positif. Si quelqu'un prend le temps de te laisser un commentaire négatif, c'est qu'il estime assez ton travail et qui tu es pour te dire ce qui va pas et potentiellement te donner des clés pour avancer et t'améliorer. Donc ça a toujours été génial, et quand c'est argumenté et c'est pas juste des insultes, c'est génial en fait. Je prends le temps de répondre aux gens, et c'est des infos, c'est du pain béni, c'est génial en fait les critiques. Après, effectivement, ça te permet de te remettre en question, et c'est ça le but aussi. C'est pas stagner, c'est pas le dictateur africain qui a chopé un truc, un statut, boum, tu t'y accroches, et puis je m'en fous de ce qui se passe autour. Non, c'est tout le temps t'es remis en question. Donc, j'ai jamais eu peur de perdre, entre guillemets, de ne pas avoir de contrat, etc. J'ai jamais eu à faire face à des grosses difficultés de haters, etc. Par contre, moi, vis-à-vis de moi-même, ouais, des fois, ça a été dur, parce que quand justement ça marche bien, tu prends pas le temps de prendre des créneaux, des moments, des périodes où tu vas t'entraîner en fait. Tu dis ok, j'ai été le champion, mais pour être le champion, entre guillemets, je reprends 6 mois off et je teste des choses, je teste des nouvelles pistes. Je le faisais de temps en temps, mais pas assez, ce qui fait que ça crée des périodes d'essoufflement. Parce que les périodes d'entraînement, c'est aussi de la récupération physique, la récupération mentale et inspirationnelle. Et j'ai eu beaucoup de mal parfois, je regardais mon contenu, c'est de la merde. C'est nul, c'est chiant, c'est vieux, c'est tu vois. Et en fait, c'est ça. Et je pense qu'il y a plein de trucs qui sont vrais dans ce que je dis, dans le sens où des fois, c'était chiant. Aujourd'hui, tu es une référence dans le monde du voyage, même si tu t'es lancé dans le personal branding. Tu as une vraie identité online. Quels sont tes secrets? Après, tu sais, moi, je pense que j'étais l'inverse, en fait. J'ai toujours été l'inverse, et ça peut aussi avoir des points positifs, mais que côté négatif, c'est sans faire de l'autoflagellation, parce que je suis pas du tout là-dedans. Je suis très dur avec moi-même, et c'est jamais, entre guillemets, assez bien, et c'est très vite nul. Après, ça m'empêche pas de poster, tu vois. J'ai ce côté un peu perfectionniste, mais qui m'empêche pas de poster, parce que souvent, le perfectionniste, c'est souvent l'immobilisme. Parce que tu dis c'est pas assez bien, donc je le poste pas, je crée pas. Moi, c'est plus, je suis pas content de moi-même. Où je me saoule, où ça me saoule, et sans pour autant, avec du recul, prendre les décisions qu'il faut, c'est-à-dire prendre un temps où tu coupes tout, tu t'entraînes et tu reviens plus fort. Tu vois, moi, un des grands problèmes que j'ai encore, il faut que je fasse gaffe, qui est un grand défaut, je parle beaucoup trop vite, je prends pas le temps, c'est hystérique quand je parle, et ça peut être sympa, mais ça devient vite chiant en fait en vidéo. T'as envie de dire, hey mec, ta gueule, repose-toi, respire, tu vois. Et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont arrêté de me suivre ou qui ne me suivent pas, notamment à cause de ça. Et ils ont raison dans l'idée, tu vois. Parce que c'est bien l'énergie, c'est beaucoup plus chiant un mec qui pose, parce que quand je te parle comme ça, c'est beaucoup plus agréable que tu vois si je te parlais comme ça, et puis machin, et je te parle super aigu, tu vois. Donc, il y a plein de choses comme ça que tu vois, que tu prends pas vraiment le temps d'améliorer, parce que on te dit, viens au Costa Rica, on va aller voir des indigènes et tu vois, bah ouais, vas-y, on y va. Donc il y a plein de choses comme ça en fait qui sont pas évidentes. C'est quand t'es pris dans l'engrenage, parfois c'est dur de dire non, même si tu sais ce qu'il faut faire. Et à un degré qui est fois 100 ou 1000 par rapport au mien, j'encourage tous les gens à regarder tous les gens qui réussissent à regarder ou qui se sentent pris dans une spirale à regarder le film sur Avicii sur Netflix, qui est assez fou pour ça en fait. Tu te rends compte que le mec il a un talent mondialement reconnu par tous les plus grands maîtres de la musique. Il a de l'oseille, il a pu savoir qu'en foutre. Le mec ne veut pas monter sur scène. C'est pas son truc, mais il y va quand même parce qu'il se fait prendre, parce qu'il y a des mauvaises relations, parce que tout ça. Et qu'au final, il a tellement une mauvaise hygiène de vie que ça l'entraîne par le fond, le mec se suicide. Donc, en fait, c'est un exemple à outrance de ce que tu vois, tu peux vivre. Et je pense que le plus dur, c'est de se dire, de savoir être son meilleur ami,
de savoir être indulgent avec soi-même. Parce que quand tu es indulgent avec toi-même, ça veut pas dire que tu vas tout laisser aller. Tu vas dire, ok, c'est pas grave, qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Et ça change tout en fait. Ça change tout, je pense. Quelles étaient tes missions, ton travail lorsque tu étais influenceur voyage? Est-ce que par exemple tu peux nous raconter une journée dans ton ancienne vie pour que ceux qui le souhaitent, qui souhaitent faire cela, puissent se l'imaginer finalement? Alors, j'avais deux phases type. Une phase quand j'étais en voyage, en trip, et une fois quand j'étais à la maison. La phase en trip, tu te lèves à 6-7 heures et tu te couches à minuit 1 heure. En gros, tu te lèves, tu sors, tu vas filmer toute la journée, tu crapahutes, tu fais tes posts, tu rencontres des gens, tu kiffes, t'es concentré à la fois. Le plus dur, c'est d'avoir un double mindset. C'est le mindset kiff pour pouvoir le retransmettre et le mindset pro pour ne pas oublier des choses et faire les choses bien, tu vois. Et des fois, c'est pas toujours évident, tu vois. Des fois, t'es là, putain, merde, on a oublié ça, merde, putain. Ou inversement. Putain, là, je fais, hey, les mecs, attends, là, Loris, parce que souvent, je partais avec mon pote Loris. Attends, viens, on pose les câbles, on a tout ce qu'il nous faut, vas-y, on kiffe. Donc il y a eu largement des moments de kiff en fait. Ce qu'on me dit souvent, depuis que c'est ton métier, est-ce que tu kiffes pas moins le voyage? Non, je kiffe pas. Enfin, oui, je kiffe moins le voyage, mais en durée. C'est-à-dire que je vais kiffer autant, mais il y a 1 heure où toi tu vas prendre ton cocktail ou tu vas faire la sieste. Moi, je vais travailler en fait. Et je rentre et je travaille. C'est-à-dire j'édite les vidéos, on fait les backups, on fait le planning du lendemain, voir ce qui va se passer, essayer de comprendre un peu. On fait des posts sur les réseaux sociaux, on essaie de répondre aux gens parce que c'est aussi pour ça qu'on nous a fait venir, qu'on nous a rémunérés. J'aime le faire, mais faut pas se dire je le fais demain. Parce qu'on nous paye pour être, en tout cas, réactif et pas être à la cool. Et il faut l'être. Et du coup, c'est un cercle vertueux parce que les clients sont contents, les gens sont contents, et toi, t'es content parce que tu fais du bon taf aussi, tu vois. Et que t'es content de le faire pour ce que t'es en train de faire. Et donc, c'est des très très grosses journées. T'as pas tu vois, 15 jours, 7h, 23h, enfin 7h, 23h, minuit, 1 heure, non-stop. Quand tu oublies de mettre un jour de congé, un jour off dans le tournage parce que tu oublies, parce que tu dis c'est cool, tu vois. Ça c'est l'expérience qui t'a fait dire faut en mettre. C'est fatigant, très fatigant en fait. Parce que même quand t'es heureux en fait, le bonheur est fatigant. Tu sais, quand t'es là, t'es épuisé émotionnellement en fait. Non, parce que les émotions t'épuisent. T'es à fond. Quand t'es à fond, t'as un down derrière. Et ensuite la journée type, c'était plus tu rattrapes tous les mails qui se sont accumulés pendant ces putains de 2 semaines, et je peux t'assurer que quand tu rentres à 300 mails dans la gueule, plus les montages à faire, plus plein de trucs, les prochains projets à préparer, tu fais du mail. Donc je dirais mes moments off en voyage, c'était les moments où t'es là, tu kiffes, tu poses ton téléphone, tu poses ta caméra, puis tu kiffes parce que t'as fait ce que t'avais à faire, et là tu te sens en vie, tu te sens éternel, tu te sens intouchable, t'es génial, c'est pour ça que t'es là, tu vois. Mais même quand tu filmes, c'est pour ça que t'es là en fait, parce que tu vois les gens à quel point ils sont contents que tu leur donnes de l'attention et que tu les mettes en avant quand c'est des rencontres, que c'est génial aussi, hein. Et après les moments off, quand je rentrais, c'est les moments avec mes amis, tout simplement. Où moi là, j'ai pas de téléphone, pas de tout ça, et ouais. Moi, je sais personnellement qu'avec mon podcast, il m'arrive parfois d'avoir des retombées presse pour un épisode en particulier. Parfois, il y a des épisodes qui marchent vraiment plus que d'autres. On ne sait pas vraiment pourquoi. Toi, j'aimerais savoir si une vidéo en particulier ou un post Instagram même t'a propulsé. Ouais, mais ça a été, c'est encore une vidéo qui, pourtant elle est vieille maintenant, hein, elle a presque 10 ans, mais qui marque beaucoup de gens. C'est souvent comme ça que les gens me découvrent, ils regardent un peu ce que je fais après. C'est 1 an autour du monde en 5 minutes. En fait, c'est la vidéo best-of de tout ce que j'ai vécu pendant 1 an en 5 minutes, et qui, le nombre de gens qui m'envoient des messages et qui m'ont dit je suis parti en tour du monde, quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a mis un déclic et j'ai bouffé tout ton contenu derrière et je l'ai revu en boucle. Et il y en a plein, il y a même des gens entre guillemets dont j'admire le travail qui ont vu cette vidéo, et je pense à mon pote Yohan Lolos qui est un gros influenceur, un gros instagrammeur et photographe dont j'adore le travail, qui est parti d'ailleurs en Nouvelle-Zélande et en Australie après avoir vu cette vidéo. Et quand tu sais ça, en fait, ça te touche, ça te... Donc ouais, il y a eu un avant après cette vidéo que à la base j'ai faite pas du tout pour qu'elle buzz, pour que les gens la voient. Je l'ai faite pour l'appel d'offres pour le projet avec mon ancienne boîte pour pouvoir créer du contenu pour eux. Et ils voulaient une vidéo démo. Et donc je savais pas laquelle choisir sur les 170 que j'avais déjà monté sur tout mon tour du monde. Donc j'ai dit je vais faire une espèce de best-of qui voit un peu tout ce qu'il y a, quoi, tout ce que je sais faire un peu. C'était un peu ça. Et j'ai posté sur YouTube parce que voilà, je voulais qu'ils puissent y avoir accès de leur bureau. Et en fait, à l'époque, il n'y avait pas autant de contenu sur YouTube, et il y avait encore des vidéos qui disaient avec les magazines virales, le truc, du coup, ça avait pris. À l'époque, ça avait fait 500 000 vues, ce qui était vraiment pas mal à l'époque.
énormément se sont lancés sur YouTube ces dernières années. Quel est selon toi le petit truc qui t'a démarqué dans le monde du voyage par rapport à tes concurrents ? Je pense pas alors j'ai jamais réfléchi de cette façon-là. Je me suis jamais dit qu'est-ce qui me démarque de mes concurrents. Déjà, je les vois pas comme des concurrents, même si bizarrement dans ce milieu-là, les gens se voient beaucoup comme des concurrents parce que c'est tellement un job de rêve que chacun veut en tirer une part du gâteau. Et c'est vrai que pour moi, vu que j'avais une belle part du gâteau, tu vois, je me sentais pas attaqué, mais il y en a d'autres qui tu vois, qui avaient envie de gratter un peu plus. Et alors que je me suis toujours dit, je comprends pas en fait le voyage, ça doit être là où les gens doivent être le plus solidaires et s'entraider et avoir une belle entente entre eux. Mais j'ai jamais vu comme ça des concurrents. Et pour répondre à ta question, en fait, au début, ce que j'ai du mal quand j'écris mes contenus, c'est à me trouver qui j'étais et être moi-même, en fait. Je savais pas trop comment on faisait, donc encore une fois, j'ai pas de mentor, j'ai pas d'exemple. Donc je reprenais un peu les premières vidéos, je reprends beaucoup de mimiques d'humoristes connus que j'aime bien, Dieudonné, Franck Dubosc, Elie Semoun, etc. Parce que je me dis, si ça fait rire les gens, bah je vais le reprendre, ça va marcher, et puis tu te sens confortable à reprendre. Et le truc, c'est que, il y a un moment, en fait, les gens te le disent, et en fait, tu comprends que les gens te disent, et tu vois, les critiques, c'est là où c'est intéressant. Les gens te disent, mec, sois toi-même. N'en fais pas trop, n'en fais pas des tonnes. Et quand tu commences à être toi-même, tu comprends un truc. Tu comprends qu'il y a une loi immuable dans la vie, c'est qu'il y aura toujours des gens qui t'aimeront pas, il y aura toujours des gens qui t'aimeront. Et c'est pour ça que justement, dans les humoristes, il y a Anne Romanoff et il y a Dieudonné. Même mission, même métier. Et pourtant, c'est pas le même public. Pourtant, ils ont la même métier, ils ont la même envie, c'est de faire rire les gens, mais c'est pas du tout les mêmes gens qui les suivent. Pourquoi ? Parce que c'est pas la même personnalité, c'est pas les mêmes valeurs. Et je pense que ce qui me démarque des gens, en fait, c'est juste que je suis moi et que les autres sont eux. Et qu'il y a des gens qui vont préférer me suivre moi parce que j'ai peut-être un certain positivisme, j'ai de l'entrain, j'ai de la pêche, je vois les choses d'une certaine façon, j'essaie d'être authentique. Et d'autres qui vont pas trouver ça cool et qui préfèrent peut-être, je sais pas, le côté plus léché, le côté plus cinématique, le côté plus inspirationnel, le côté plus mise en scène. Tu vois, il y a pas de mieux, il y a pas de moins, parce que c'est une question de valeur pour moi. Et des goûts, ça se critique pas. Ah non, c'est pas bien, toi t'aimes le bleu, lui il aime le noir, du coup c'est quand même mieux le noir. Non, en fait, ça se critique pas des goûts. Et je pense que c'est ça pour se démarquer des gens, faut être soi-même. C'est tout. Maintenant, parlons de tes voyages. Est-ce qu'il t'est arrivé d'aller dans des zones sensibles et de prendre des risques en tournant des vidéos ? Ouais, en fait, ça a toujours été, j'ai jamais été en insécurité. Même en Amérique latine, je me souviens, avant d'aller en Amérique latine pendant mon tour du monde, je me disais, ok, j'arrête mes vidéos là, je vais me faire braquer, même avoir du matos, je fais un colis FedEx et je renvoie tout. Et au final, je suis jamais autant sorti le soir, jamais autant fait de vidéos, donc c'est très bien, c'est juste peut-être une vidéo d'ailleurs que j'ai repartagée sur ma story il y a pas longtemps parce que quelqu'un m'avait tagué sur cette vidéo. J'ai été assister à un match de Boca Junior au stade de Lanús. Alors je suis désolé, ça s'appelle comme ça. Lanús, c'est un autre quartier de Buenos Aires. Et c'est comme ça. Et en gros, c'était un derby. Alors j'étais pas à la Bombonera, qui est le gros stade du Boca Junior, du gros club de Buenos Aires, mais chez les méchants en fait, chez les ennemis qu'ils aiment pas. Et en fait, à travers l'auberge de jeunesse où j'étais, ils avaient des places chez les ultras, qui sont des tarés mentaux là-bas, hein. Vraiment, c'est des bandits, en fait. C'est pas des KRA, c'est des bandits, c'est des délinquants, c'est des braqueurs, c'est des mecs comme ça, en fait, hein. Et on pouvait y aller, être protégé parce que le boss, récupérait de l'oseille grâce à ça, puisqu'il nous faisait rentrer et nous, on payait notre entrée, en fait. Parce qu'ils avaient des quotas de place. On était un peu protégés. Mais, même en sortant ma cam, en étant protégé, le mec, il me la sort pas trop. Calme-toi, tu vois, genre. Mais j'ai pas mal sorti. Il y a des mecs qui venaient me voir avec des têtes, mais ils avaient des têtes de pirates dans les films, tu vois. Ils avaient des têtes, t'as l'impression, il va me vendre un rein, le mec, tu vois. Et il me dit, t'es ça et tout, ouais. Je fais, t'es avec Manu? Je fais, ouais. Ah, ok. Il repartait comme ça. Mais genre, t'as l'impression, il voulait m'arracher mon bras avec la caméra, tu vois. Et il m'est rien arrivé. Je me dis, bon, c'est vrai que là, je joue un peu avec le feu. En tout cas, je pousse un peu ma chance. Et en fait, c'est ça qu'il faut faire gaffe. J'ai jamais poussé ma chance parce que dès que tu pousses ta chance, il peut ne rien t'arriver comme il peut t'arriver très vite quelque chose de grave, en fait. C'est tout. Mais sinon, jamais de soucis. Tu vois, quand tu y vas de façon respectueuse, que tu sens, tu vois, on a fait voler le drone avec mon pote Loris en Iran. Tu vois, d'un côté, tu dis, il faut être quand même con, tu vois. Mais non, parce qu'on le faisait dans le désert. Donc, tu vois, tu dis, est-ce que t'attires les gens? Est-ce que tu enfin, c'est tout, c'est comment tu le fais. Ouais, en Afrique, en Afrique, des fois, c'était un peu chaud, mais quand on a fait le reportage, on a fait voler le drone et on a traversé la frontière juste derrière. On a embarqué dans la bagnole, on s'est tiré juste derrière parce que ça peut aller vite, tu vois. Comment tu choisissais tes destinations ? De deux façons. Ouais, de deux façons.
Soit on m'appelait pour un contrat, et si ça me tentait, ça correspondait à ce que je voulais faire, ou une destinée que j'avais envie de visiter ou de mettre en avant, j'y allais. Soit, ce qui arrivait souvent aussi, parce que je me réservais toujours des moments pour des voyages perso, en fait j'allais dans les pays que je savais n'auraient jamais de budget pour me faire venir, mais que moi je voulais découvrir, et surtout que je voulais faire découvrir aux gens. Souvent c'est des pays hors sentiers battus, tu vois. C'est marrant parce que quand on avait été en Iran avec Loris, c'était un pays que je voulais faire depuis longtemps, et après qu'on y soit allé, c'était un peu l'année du côté tendance de l'Iran, donc ça m'avait fait un peu rire. J'ai été aussi au Kyrgyzstan, on a été dans Guyane, on aime faire des trucs, tu vois, où, j'aime bien les pays, tu vois, vraiment, un peu, on a mis la Birmanie à l'époque, c'était vraiment pas connu, pas connu, pas populaire, parce qu'attention, on sait où c'est sur la carte, qu'on se comprenne, J'étais pas le premier à l'explorer. Mais ouais. Donc c'était comme ça que je drivais un peu mes choix. Aujourd'hui, du coup, on en a parlé en début d'interview, tu te lances dans le personal branding, mais j'aimerais que tu nous réexpliques donc d'une part les raisons et d'autre part comment s'est faite cette transition, ton ambition aussi avec ce nouveau job. Comme je disais, en fait, je m'apercevais que il y avait des gens qui avaient des envies. Tu sais, puis l'entrepreneuriat, ça devient de plus en plus populaire. Donc j'entends par entrepreneur quelqu'un qui vit d'une activité par lui-même, en fait. Qui l'a monté. Donc ça peut être à la fois un potier comme ça peut être un start-upper. Pour moi, il n'y a pas de mieux, il n'y a pas de plus. C'est juste aussi de se dire que tu arrives à faire d'un métier qui te passionne ton métier. Donc moi, j'ai pas derrière le mot entrepreneur, je mets pas des millions, tu vois, derrière. Pour moi, ça veut rien dire. Le but du jeu, c'est pas de devenir millionnaire, c'est d'arriver à créer un job qui te passionne, en tout cas qui te fait vibrer, et d'en tirer un revenu qui arrive à remplacer ton ancien salaire d'employé qui te fait peut-être moins vibrer. Pour moi, c'est juste ça le but du jeu. Et je me suis aperçu qu'il y avait plein de gens qui voulaient faire ça, mais qui galéraient et qui surtout n'utilisaient pas un levier de malade qui est aujourd'hui à disposition de tout le monde et qui est gratuit. C'est des réseaux sociaux notamment, tu vois. Okay, tu peux faire du personal branding offline, mais c'est surtout beaucoup sur du online maintenant. Parce qu'ils savaient pas trop comment s'y prendre, ils se connaissaient pas les codes, ils savaient pas comment faire, parce que un mec qui est bon dans son métier, encore une fois, ça peut être ingénieur, ça peut être gros hacker, ça peut être architecte, ça peut être danseur, ça peut être artiste, chanteur. T'es bon à créer une maison, à dessiner des plans, à créer une start-up, à danser ou à faire des poteries, mais t'es pas bon à forcément parler de toi et mettre en avant ce talent-là. Et malheureusement, forcément, ça empêche aussi, ou ça te donne moins de capacité à booster ton business, à trouver plus de clients, de légitimité, tu vois, cette position sur ta niche ou sur ton secteur. Et je trouvais ça dommage. Et je me dis, putain, mais vu que j'arrête pas de conseiller des potes qui sont sur des secteurs totalement différents du mien, et donc c'était un peu le filmmaking, mais c'était dans le business, dans l'immobilier, même dans la santé, dans le domaine de la santé, dans la fiscalité. Je dis, mais vu que ça marche sur des gens qui n'ont rien à voir avec moi, c'est que ma formule marche aussi, et qu'en fait je voyais l'effet positif que ça avait sur eux. Et du coup je me suis dit, mais au moment où j'étais tout dans cette introspective de trouver mon prochain pourquoi et ma prochaine direction, je me suis dit, putain, mais c'est ça en fait. Moi j'ai la fâcheuse tendance à vouloir toujours tout le temps donner des conseils en fait j'ai un gros défaut, c'est de vouloir tout optimiser, tu vois. Mon cerveau est fait pour optimiser. Donc j'arrive quelque part, je vais vouloir ranger les choses d'une façon à ce que c'est plus optimisé. Tu me racontes ta vie, je vais te filer des conseils pour l'optimiser. Alors tu veux juste me raconter ta vie, tu t'en fous de mes conseils. Mais malheureusement, j'ai ce mauvais réflexe-là. Et en fait, j'ai cliqué de dire, je fais, attends, au lieu de filer des conseils à des gens qui me l'ont pas demandé, en fait, je peux en faire mon métier. Et potentiellement, en plus, on va me rémunérer pour ça et que les gens en ont besoin. Donc ça, je dis, en fait, tout ce que je fais depuis autant d'années, depuis que je suis jeune, ça peut devenir mon métier en fait. Et donc voilà, ça a pris tout son sens pour moi. Un sujet aussi que je voulais aborder avec toi, aujourd'hui certains jeunes, et moins jeunes d'ailleurs, peuvent prendre des risques à vouloir tout prix connaître le succès sur le net. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? En fait, je pense que c'est libre à chacun de vouloir partager ce qu'il a envie de partager. Moi j'ai une formule, et c'est une formule que je donne dans mon coaching de personal branding, c'est si tu veux faire un bon post, si tu veux avoir une belle aura, avoir un engagement, une reconnaissance aussi, je pense qu'en fait quand tu postes, il faut que tu te poses cette question. C'est quoi la valeur ajoutée que va avoir mon post, ma photo, ma vidéo ? Ça apporte quoi aux gens ? Est-ce que je fais ça pour mon auto-promo ? Est-ce que je fais ça pour mon ego ? Est-ce que je fais ça pour le buzz ? Ou est-ce que je fais ça fondamentalement parce que je veux aider les gens ? Où je veux leur apporter quelque chose, de l'humour, une info, de l'inspiration, un tips, faire gagner du temps. Et je pense que si montrer ta vie perso
c'est un moyen de pouvoir répondre à une de ces questions-là, pourquoi pas. Si montrer ta vie perso, c'est juste essayer de faire du buzz, je suis pas pour, c'est pas mon style, je suis pas positionné comme ça. Si parler de ta vie perso, c'est parce que tu en as tiré une leçon, parce que tu as traversé une épreuve très difficile dans ta vie, et que la leçon que tu en as tirée, ça peut faire gagner du temps, ça peut aider les gens à s'en sortir, si tu es prêt à le faire, parce que tu as cette empathie-là et que tu as cette volonté-là, oui, je trouve ça génial. Voilà. On va finir par des petites questions. Quelles sont les questions que l'on te pose le plus en général dans tes coachings, mais également sur tes réseaux sociaux ? Les questions qu'on me pose le plus, c'est super intéressant que tu me demandes ça, c'est un peu comment, alors le premier qui revient pas si souvent que ça, c'est comment je fais pour devenir influenceur, mais il y en a eu très peu. Comment je fais pour trouver des clients et qu'ils s'intéressent à moi plutôt qu'à d'autres. Comment je fais pour créer du contenu même si j'aime pas les réseaux sociaux et que j'ai l'impression que ça me bouffe mon âme. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait je m'éparpille, je sais pas par où commencer. J'aimerais parler de moi mais je suis timide et j'ai peur qu'on me juge, j'ai peur de pas être utile. Voilà, toutes ces choses-là. Donc c'est super intéressant. Dans mon coaching et dans la démarche que j'entreprends, en fait, c'est absolument génial parce que sans m'en rendre compte, je me suis aperçu que toutes les connaissances que j'avais acquises jusque-là à travers mon expérience personnelle des voyages, les bouquins que j'ai eus sur le développement personnel, le business, sur tout ça, en fait, le personal branding, c'est un mélange, c'est une espèce de puzzle qui vient de s'assembler parce que dans le personal branding, tu as beaucoup de développement personnel aussi. Parce que si tu te crées ta propre marque, il faut aussi prendre conscience de qui tu es, ce que tu veux devenir, et ça, il y a une vraie part de personal branding, de développement personnel, pardon. Donc c'est ça qui est intéressant, je trouve. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui souhaite optimiser son contenu sur les réseaux sociaux ? En fait, il y a un outil qui est pas un outil, mais qui est quelque chose d'important, c'est de publier régulièrement en fait et de démultiplier son contenu. C'est-à-dire que les algorithmes vont t'apprécier s'ils sentent que tu es présent et que tu es régulier. Les réseaux sociaux veulent que tu sois la nouvelle télévision. Donc, si tu crées un rendez-vous, si tu crées de la régularité, tu vas participer au fait que tu vas rendre les gens addicts au réseau social, donc le réseau social va t'apprécier. C'est un peu ça pour caricaturer de façon un peu négative, mais exprès pour qu'on comprenne bien. Il y a ça, il y a le fait de démultiplier les contenus. Avec un contenu, tu peux le démultiplier, c'est-à-dire une longue vidéo YouTube. Tu peux créer des teasers en story, tu peux créer un long post aussi sur Instagram. Tu peux peut-être en tirer un TikTok, tu peux faire un post sur LinkedIn pour savoir les leçons que tu en as tirées. Tu peux partager tes résultats sur Facebook, tu vois, et le côté friendly que tout ça a. Donc c'est à partir de un contenu, comment tu fais pour le démultiplier, pour créer une belle présence média. Est-ce que tu considères que tu as fait des erreurs ? Dans quel domaine ? Parce que évidemment, si je dis non, c'est que c'est pas que j'ai pas fait d'erreur, c'est que je suis un gros mytho, mais Dans ta carrière plutôt ? Écoute, j'en ai fait un récemment et merci de l'avoir fait. Je suis tellement content de l'avoir fait. Tu vois, en fait, c'est une erreur qui va me permettre en fait d'être un super argument et qui aussi moi va me permettre d'évoluer énormément sur le personal branding. C'est-à-dire que moi qui veux me positionner sur le personal branding, j'ai fait des erreurs massives au moment de ma réorientation. Il y a des choses que j'ai bien faites et d'autres que j'ai mal faites. La première, c'est que quand tu dis que tu changes ou que tu fais une pause, fais une vraie pause en fait. Les gens, c'est pas grave, fais 1 mois, 2 mois, 3 mois et ne publie rien. Sauf que moi, j'étais un peu comme un four. Un four, quand tu l'éteins, il faut du temps avant qu'il refroidisse. Et du coup, j'ai dit que j'arrêtais, mais t'as lancé une machine qui est programmée depuis 7 ans en fait. Donc, je continue à poster. Et sauf que quand tu postes, quand t'es en changement, tu postes le bordel, parce que c'est le bordel dans ta tête. Et ça, faut pas faire. Il faut poster les erreurs, il faut les partager, mais c'est important encore une fois de les partager quand tu sais ce que ça va apporter aux gens. Si tu arrives vers ton pote et putain, je suis perdu, je suis machin, enfin, qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, à moins que ce soit un très très bon pote, tu vas créer du rejet. Oula, calme-toi, attends, enfin moi j'en sais rien, tu vois. Plutôt que, tu sais, ce qui m'est arrivé, en fait, j'en ai tiré ça comme leçon, aujourd'hui j'en suis plus fort. Et là tu deviens inspirant, là tu deviens utile. Et ça a été ça ma plus grande erreur que j'avais faite. Et c'est aussi de faire des virages trop brutals. Vu que je me cherchais, j'ai fait des virages trop brutals, j'ai fait des vidéos qui correspondaient pas forcément ni à moi, ni à ce que des gens pouvaient apprendre, du coup ils n'ont pas compris. Donc ça a été des très grosses erreurs que je remercie d'avoir fait au bon moment et qui pour moi me permettent aussi de
d'en retirer le meilleur pour conseiller les gens. Donc c'était des super erreurs, vraiment. Quelle est ta plus grande peur ? Ma plus grande peur, j'en sais rien. J'essaie de trouver. J'ai pas peur de la mort. J'ai pas peur de je sais pas, de me décevoir peut-être. Ouais, peut-être de me décevoir. Ah, c'est peut-être ça. Je sais pas. Je pense qu'il faudrait que je réfléchisse un peu plus longtemps. Si tu veux une réponse tout de suite, je pense que je la trouverai pas. Je trouverai pas mieux. Peut-être une peur de pas réussir à faire ce que je veux. Peut-être c'est ça en fait au fond de moi. En fait, j'ai pas peur parce que j'y vais. J'ai pas peur d'y aller. J'ai pas peur de l'échec. J'ai pas peur de tout ça. Et peut-être qu'au fond de moi, je crée un stress inconscient là-dessus, tu vois. Comme si j'y vais, mais au fond de moi, je le doute. Et c'est un doute qui est une espèce de peur profonde que je réalise peut-être même pas ou que, tu vois, que je mets quelque part sans m'en rendre compte. Et je m'en suis peut-être, pour le coup, un peu rendu compte pendant ma retraite Vipassana. C'était une retraite méditative de 10 jours. Parce que tu vas au fin fond du fion et je peux t'assurer que tu rates rien. C'est peut-être ça. Ouais, c'est peut-être ça. Ta ou tes citations préférées ? Si tu fais ce que tu as toujours fait, tu continueras d'obtenir ce que tu as toujours obtenu. Ça, c'est la première. Et la deuxième, c'est on change pas le monde avec ses opinions, on change le monde avec son exemple. De tout ce que tu as appris, si tu n'avais qu'à retenir qu'une chose ? Faut être indulgent. Faut être indulgent avec soi-même et faut être indulgent avec les gens. Parce que de toute façon, tu vas te planter, de toute façon, tu vas faire de la merde. Donc si tu as envie de continuer d'améliorer les choses, autant transformer ça en du positif, et quand tu es indulgent, c'est positif. Et vu que tout ce que tu viens de t'appliquer à toi-même, t'es pas un super-héros, c'est valable pour les gens, les gens ils peuvent se planter, ils peuvent faire de la merde, autant être indulgent en fait, et transformer ça en positif. Et une dernière question rituelle que je pose à tous mes invités. Quelle est ta définition du risque et quels sont selon toi les risques nécessaires pour vivre pleinement ? Je pense que le risque, c'est tout simplement quelque chose que tu prends quand tu n'es pas certain du résultat. C'est ça un risque. Mais il y a plein de risques où tu n'es pas certain, mais que la probabilité est super élevée de réussir en fait. Et que en fait le risque, tu sais, c'est un peu la zone de confort. Moi je dis toujours, faut sortir de sa zone de confort. C'est là en fait où est l'exaltation. C'est là où tu te sens grandir. C'est là où tu vas te dépasser, c'est là où tu vas vivre des choses qui sont incroyables. C'est-à-dire que c'est une autre vie. C'est une autre vie que vivre entre guillemets son train-train qui n'a rien de mal, qui n'est pas du tout négatif, qui est aussi très très bien. Je pense que ça, c'est un type de personnalité. Mais en fait, c'est comme si tu décapsulais et tu abattais des murs quand tu prends des risques. Et tout à coup, tu vis dans un studio, tout à coup, tu vis dans un duplex, puis tout à coup, tu vis dans un immeuble entier. Puis en fait, tout à coup, t'es même dans une plaine avec des arcs-en-ciel et des licornes, tu vois. Mais ça fait peur. Donc il faut y aller un peu. Merci beaucoup Alex. Avec plaisir. Vous venez d'écouter l'Aléa. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram, Lo from Paris, ou encore le compte lalea.podcast. À bientôt.